Bonjour et bienvenue à cette séance 3 où nous poursuivrons l'étude des différentes composantes de l'état de la situation financière. Les objectifs de cette séance sont les suivants. Décrire les composantes de l'actif, du passif et des capitaux propres. Identifier les composantes de la mesure de ces postes que nous verrons ensemble et décrire les principaux enjeux liés au passif. Commençons avec la capsule 1. Nous sommes dans les actifs non courants, c'est-à-dire les actifs à long terme, et nous parlerons d'immobilisation incorporelle. Qu'est-ce qu'une immobilisation incorporelle? Une immobilisation incorporelle est un actif identifiable, mais qui n'a pas de substance physique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir, pas comme une table, pas comme un bâtiment. Nous voyons ici brevet d'invention. Un brevet d'invention est un droit que l'on achète auprès d'un organisme qui nous donne le privilège d'un monopole pendant une période donnée. Les droits d'auteur. Pensons à tout ce qui est cinéma, musique. Donc, les droits d'auteur est un bien incorporel que les compagnies doivent payer pour pouvoir distribuer la musique, les films, etc. Marque de commerce, il s'agit du nom commercial d'une entreprise. McDonald's, Coca-Cola sont tous des marques de commerce. Licence de radiodiffusion, pensons au domaine de la télévision. Nous devons acheter des droits pour pouvoir avoir le droit d'émettre les émissions en ondes. Liste de clients représente tout simplement la valeur pour une entreprise d'avoir des clients fidèles et donc qui reviennent constamment acheter auprès de l'entreprise. Frais de recherche et développement, toutes les dépenses encourues, pensez au domaine pharmaceutique pour développer de nouveaux médicaments, par exemple, pourraient rentrer dans les frais de recherche et développement. Enfin, goodwill, souvent également appelé achalandage, appelé également écart d'acquisition. Est-ce que je considère l'actif incorporel le plus incorporel? Nous y reviendrons dans une acétate un peu plus loin. La comptabilisation des immobilisations incorporelles comporte deux enjeux importants. Soit sa constatation, c'est-à-dire à quel moment doit-on présenter les actifs incorporels au bilan, ou je devrais dire plutôt à quel moment a-t-on le droit de présenter les actifs incorporels au bilan. Et deuxième enjeu, la mesure. Reprenons l'acétate présenté antérieurement pour illustrer le problème de constatation. Si on prend les brevets sont un droit de vendre de façon exclusive. Mais pour obtenir un brevet, nous devons payer. Donc, une entreprise qui paie pour obtenir un brevet le comptabilise évidemment comme actif incorporel au bilan. Les droits d'auteur, la même chose, on doit payer pour obtenir ces droits d'auteur, donc apparaîtra au bilan un actif incorporel appelé droit d'auteur. Mais lorsqu'on le regarde, les marques de commerce, les enjeux comptables sont extrêmement importants. Une marque de commerce se développe par la réputation d'une entreprise. Pensons à Coca-Cola. Coca-Cola, le nom, la marque de commerce, représente sûrement une valeur monétaire extrêmement importante. Cependant, la marque Coca-Cola s'est développée à travers le temps par l'entreprise et ne sera pas présentée au bilan puisqu'il s'agit d'un actif incorporel qu'on appelle généré à l'interne et qu'il est extrêmement difficile d'évaluer combien vaut la marque Coca-Cola ou plutôt même combien a coûté pour développer cette marque-là. C'est impossible à déterminer parce que c'est quelque chose qui s'est passé à travers le temps, à travers une bonne réputation, à travers les goûts des gens consommateurs qui ont adopté cette boisson. Donc, un actif extrêmement important pour la compagnie Coca-Cola qui ne paraît pas à son bilan.
Coca-Cola, en tant que marque de commerce, apparaîtrait au bilan d'une société qui ferait l'acquisition de la marque de commerce ou de l'entreprise Coca-Cola. Mais avant qu'il y ait une transaction d'acquisition, c'est un actif qui ne paraît pas au bilan. Licence de radiodiffusion paraîtra au bilan parce qu'elle est associée à un déboursé. Liste de clients, même problématique qu'une marque de commerce. Une liste de clients, c'est de la fidélisation de nos clients. Ce sont nos clients qui reviennent acheter toujours auprès de la même entreprise, représente donc une valeur extrêmement importante. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui se développe de par les relations humaines, de par notre réputation. Combien est-ce que ça a coûté dans le passé développer une liste de clients? On ne le sait pas. Combien elle vaut sur le marché? Habituellement, aucun marché n'existe. Donc, très difficile à évaluer, donc pas présenté au bilan. Enfin, frais de recherche et de développement, nous y reviendrons sur une acétate séparée, ainsi que goodwill. Parlons un peu de mesures maintenant. Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition, c'est-à-dire aux sommes réellement encourues pour pouvoir faire l'acquisition de ces immobilisations incorporelles. Ceci dit, une fois au bilan, est-ce que ces immobilisations incorporelles restent toute la durée de vie de l'entreprise? Deux types d'immobilisation incorporelle existent. Ou plutôt, on a décidé de diviser les immobilisations incorporelles en deux grandes catégories. D'abord, les immobilisations incorporelles à durée d'utilité déterminée. Il s'agit donc d'immobilisations incorporelles pour lesquelles nous connaissons la durée de vie. Un exemple, les brevets. Il n'est pas rare qu'un brevet ait une durée de vie de 5 ans. Donc, après 5 ans, le brevet n'a plus aucune valeur. Pensez à tout le domaine pharmaceutique où, pour développer un nouveau médicament qui coûte extrêmement cher, l'entreprise obtient au bout du processus un brevet et a donc un actif incorporel d'une très grande valeur, lui permettant de générer des ventes dans le futur. Après une période normalement de 5 ans, les concurrents développent un même produit qu'on appelle les médicaments génériques qui, évidemment, rentrent en concurrence avec le médicament d'origine. Ce qui veut donc dire que ce brevet doit être amorti sur sa durée de vie utile, comme nous le faisions pour les immobilisations corporelles. Donc, les immobilisations incorporelles pour lesquelles il est possible d'estimer la durée de vie seront amortissables sur cette durée de vie utile. La deuxième grande catégorie d'immobilisations incorporelles sont les immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée. Donc, pour lesquelles la direction de l'entreprise n'est pas en mesure de dire cette immobilisation incorporelle servira pendant X nombre d'années. Compte tenu qu'on ne connaît pas le nombre d'années, on pense à l'infini et à ce moment-là, l'amortissement que l'on prend sur cette immobilisation incorporelle à durée de vie illimitée, en fait, c'est nul, on n'en prend pas. Cependant, à chaque année, l'entreprise doit faire un test à savoir si le montant paraissant au bilan représente toujours des avantages pour le futur. Ceci dit, vous pouvez imaginer que pour déterminer si un actif incorporel rentre dans la catégorie durée de vie déterminée ou indéterminée, ce n'est pas toujours facile. À titre d'exemple, prenons une liste de clients. Est-ce qu'une liste de clients qu'on a achetés parce que nous avons acheté un concurrent ou une autre entreprise pour croître a une durée de vie limitée
donc déterminé ou indéterminé. Il s'agit d'un jugement professionnel. Certains diront une durée de vie limitée puisque les clients, nous espérons les garder à vie, et d'autres diront plutôt les clients que j'ai achetés, si je les garde, c'est parce qu'ils sont rendus fidèles à moi et non pas à l'ancienne entreprise. Donc, la plus-value que j'ai achetée, c'est seulement 3 ou 5 ans. Donc, extrêmement difficile à déterminer parfois, ce qui veut donc dire que comme utilisateur d'état financier, les entreprises doivent donner les hypothèses sur lesquelles ils se sont basés par voie de note. Revenons aux frais de recherche et de développement dont je vous ai parlé sur la première acétate de cette capsule. Dans la pratique, nous voyons souvent l'expression « frais de recherche et de développement ». Mais en fait, il s'agit de frais de recherche, d'une part, et de frais de développement, d'autre part. Revenons sur la définition d'un actif quelques minutes avant de continuer sur ce sujet qui est aussi un peu complexe. Un actif est tout simplement une dépense encourue à un moment donné, mais qui servira pour plusieurs exercices, donc qui apportera des avantages dans le futur. Ceci dit, lorsque l'on pense à des frais de recherche, il faut se demander qu'est-ce que de la recherche. Par définition, de la recherche, nous cherchons. Nous n'avons pas trouvé. Donc, si nous n'avons pas trouvé, nous ne pouvons difficilement prétendre que ces frais encourus apporteront des avantages dans le futur. Les frais encourus apporteront des avantages dans le futur lorsque nous aurons trouvé et nous commencerons à développer ce que nous avons trouvé. C'est ce que nous appelons des frais de développement. Imaginez quelques minutes l'industrie toujours biopharmaceutique où une entreprise annonce qu'elle a trouvé un nouveau médicament pour une maladie X. Une fois qu'elle a trouvé ça, il faut quand même toute une période de tests qui s'échelonne sur plusieurs étapes. À quel moment peut-on prétendre que le médicament trouvé sera en fait développé et vendu? Il existe une belle zone grise à ce niveau. La normalisation comptable a donc dû trancher à savoir comment comptabiliser ces frais de recherche et de développement. Les frais de recherche seront toujours comptabilisés comme une charge à l'état des résultats et ne se retrouveront donc jamais à l'actif. À l'actif, nous retrouverons uniquement les frais de développement, c'est-à-dire les frais qui répondent aux critères énoncés sur cet acétate, c'est-à-dire aux charges qui sont encourues, mais dont on sait que la faisabilité technique de l'invention a été prouvée, que l'entreprise a la capacité de mettre en service ou de vendre ce qu'elle a trouvé. Nous sommes à peu près sûrs que ce nouveau procédé ou ce nouveau produit permettra de générer des avantages dans le futur, que l'entreprise a la disponibilité technique et financière de développer ce produit ou cette nouvelle technique et finalement que nous sommes capables d'associer les coûts de développement à un produit spécifique. Je voudrais ajouter que c'est une zone qui est tellement grise que dans certains pays, par exemple nos voisins du Sud aux États-Unis, ne permettent jamais de passer des frais de développement à l'actif, que ce soit des frais de recherche ou de développement. Tous les frais encourus sont toujours comptabilisés en tant que charge à l'état des résultats. Dernier élément des actifs incorporels dont je voudrais vous parler est le goodwill. Le goodwill est un actif représentant les avantages économiques futurs résultant des autres actifs acquis lors d'un regroupement d'entreprises qui ne sont pas identifiés individuellement et comptabilisés séparément. Définition un peu ardue, j'en conviens.
La meilleure façon pour moi de vous expliquer le goodwill, c'est par un exemple. Une pharmacie s'est développée au cours du temps, depuis les 20 dernières années, et a donc acquis une solide réputation ainsi qu'une clientèle extrêmement fidèle. Le propriétaire de cette pharmacie, ayant pris un peu d'âge, décide qu'il est prêt pour la retraite. Il cherche donc à vendre son entreprise et il a trouvé un acheteur, c'est-à-dire un groupe important du secteur. Ce groupe lui demande donc de lui fournir l'état de la situation financière de la pharmacie. Le pharmacien dépose son bilan ou son état de la situation financière qui comprend de la trésorerie, des clients, des stocks et des immobilisations corporelles, pour un total de 10 millions de dollars. Du côté du passif, le bilan comprend des fournisseurs. Nous y reviendrons, mais vous savez quand même que des fournisseurs sont des sommes à payer pour avoir acheté des stocks. Et également une dette à long terme, c'est-à-dire un emprunt que le pharmacien a fait pour la pharmacie auprès d'une institution financière. Les passifs sont évalués à 4 millions. Ce qui veut donc dire que la pharmacie a un actif net étant actif moins passif, de 6 millions de dollars. La question qui se pose pour l'acquéreur et pour le vendeur, c'est à quel prix y aura-t-il une transaction de vente de cette pharmacie? Première chose qu'il faut se demander, c'est que les montants présentés au bilan en tant qu'actifs et de passifs représentent-ils la juste valeur de cette pharmacie? La trésorerie, vous vous souviendrez, est l'argent. Donc, l'argent étant l'argent, on peut imaginer que le montant présenté au bilan serait le même, c'est-à-dire représente exactement la juste valeur. Qu'en est-il des clients? Le montant présenté au bilan sous client représente les sommes d'argent que l'on pense recouvrer des clients. On peut donc penser que la juste valeur des clients est la même. Qu'en est-il des stocks? Les stocks représentent la juste valeur de la marchandise dans la pharmacie. Qu'en est-il des immobilisations corporelles? Imaginons que cette pharmacie soit propriétaire de son bâtiment et qu'elle a acheté le bâtiment à l'ouverture de la pharmacie il y a 20 ans. Le montant présenté au bilan, nous l'avons vu à la séance 2, sera le coût du bâtiment amorti. Donc, un montant relativement faible comparativement à la vraie valeur du bâtiment 20 ans plus tard. Nous pouvons donc imaginer que le montant présenté dans immobilisation corporelle, si nous voulions lui donner sa vraie valeur, chose extrêmement importante au moment d'une acquisition, puisque le vendeur ne voudra pas vendre son bâtiment à un prix moindre, le montant dans un bilan qui représenterait la juste valeur augmenterait de façon importante. Fournisseurs, on ne peut s'imaginer qu'une pharmacie paiera plus que ce qu'elle doit à ses fournisseurs. Et de la même façon, on ne peut penser qu'une pharmacie remboursera plus à la banque que ce qu'elle lui doit. Donc, les montants au bilan et la réalité, c'est la même chose. Maintenant, manque-t-il des informations au bilan? Qu'est-ce que quelqu'un achète lorsqu'ils achètent une pharmacie? Oui, le lieu physique, oui, le stock, mais encore plus, les clients. Nous venons de dire que la pharmacie a une clientèle fidèle. Il faut donc être en mesure de mesurer ce que représente cette clientèle fidèle. C'est ce que nous appelons la liste de clients en comptabilité. Un acheteur et un vendeur voudront évaluer le montant, la juste valeur de cette liste de clients. Ils engageront un expert pour les aider dans cette démarche. Faisons une hypothèse que la liste de clients de notre pharmacie est de 2 millions. Nous constatons que le bilan présenté à 6 millions ne représente pas la juste valeur. C'est le 6 millions qui est présenté au bilan d'origine,
plus l'augmentation de mesures liées au bâtiment. Imaginons que ce montant représente 1 million, plus le 2 millions de listes de clients, ce qui veut donc dire que la juste valeur ou l'actif net évalué à la juste valeur est de 6 plus 1 plus 2, ce qui nous donne donc 9 millions. Combien sera prêt à payer notre acquéreur? Normalement, sauf dans des situations de vente précipitée, le prix de vente sera ou 9 millions ou supérieur. Si le prix sur lequel s'entendent l'acheteur et le vendeur est plus élevé que 9 millions, je fais une hypothèse, le prix sera, hypothèse, de 9,8 millions. La différence entre le prix et la valeur des actifs identifiables, c'est-à-dire le 0,8 million, est exactement ce que nous appelons goodwill. Donc, goodwill est la différence entre le prix de la transaction, donc le prix payé par l'acquéreur, et la juste valeur des biens identifiables acquis, incluant les biens identifiables qui n'étaient pas présentés au bilan d'origine. Voyons voir maintenant chez New Look les immobilisations incorporelles. Puisqu'il y a un actif incorporel non commercial, nous pouvons penser que l'entreprise qui s'appelle New Look vient du fait qu'une entreprise antérieure a acheté le non commercial New Look. Deuxième poste d'immobilisation incorporelle, goodwill, 6 147 000. Lorsque l'on voit goodwill présenté dans un bilan, l'utilisateur est à même de dire que l'entreprise New Look a une stratégie de croissance en achetant des lunetteries déjà existantes. Enfin, il y a un poste qui s'appelle « Autres actifs incorporels » pour 3 289 000. Et si nous allons à la note 11 indiquée au bilan, nous voyons que les autres actifs incorporels comprennent des actifs incorporels relativement aux baux, aux logiciels d'application, aux relations clients que j'ai appelées liste de clients, aux ententes contractuelles et aux droits de distribution. La valeur comptable est représentée à la dernière ligne de cette note, ce qui veut donc dire, lorsque l'on regarde tous les chiffres dans son tableau, coûts et amortissements cumulés. Ce qui veut donc dire que la direction de New Look estime que toutes ces immobilisations incorporelles ont une durée de vie déterminée. Qu'en est-il du non commercial et du goodwill? Et nous voyons ici que la valeur comptable du goodwill qui résulte du regroupement d'entreprises, donc de l'acquisition d'entreprises, est passée de 5,9 millions à 6,1 millions puisqu'il y a eu une acquisition cette année. Enfin, dans les notes supplémentaires, New Look nous donne des informations sur la façon de comptabiliser ces immobilisations incorporelles. On y voit que le non commercial est comptabilisé au coût et n'est pas amorti. Donc, nous avons une immobilisation incorporelle à durée de vie indéterminée. C'est ce qui est d'ailleurs indiqué dans la note. On nous indique également dans cette note que je vous convie de lire qu'il existe à chaque année un test pour voir si ce non commercial a toujours la valeur au moins représentée au bilan. Nous retrouvons également des informations dans les notes aux états financiers de New Look sur goodwill.
Goodwill, évidemment, je vous l'ai dit, est l'actif incorporel le plus incorporel et on nous dit donc que le goodwill est à durée de vie indéterminée, ce qui sera toujours le cas pour un goodwill. Et on nous parle que ce goodwill est assujetti à un test de dépréciation. Enfin, nous retrouvons dans les états financiers de New Look des informations sur la recherche et le développement et nous constatons que chez New Look, les dépenses de recherche et de développement sont présentées à l'état des résultats. Donc, on considère que ce sont des frais de recherche et non des frais de développement. Dans les notes aux états financiers, New Look ou sa direction nous donne également des renseignements sur les hypothèses et les jugements qu'ils ont posés relativement à la comptabilisation des immobilisations incorporelles. Et je vous invite à lire la note 2 où on nous dit que les actifs incorporels sont amortis sur leur durée d'utilité, à l'exception de non commerciales et goodwill, qui sont donc des immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée. On nous parle également à la fin de la note sur quoi est basée cette hypothèse de durée de vie déterminée et on nous dit par exemple que l'estimation de la durée d'utilité des logiciels d'application est basée sur l'expérience historique, donc sur le passé, mais sur le jugement de la direction. Qu'est-ce qui devrait intéresser un utilisateur d'état financier lorsqu'il lit un état financier d'une société relativement évidemment aux immobilisations incorporelles? La première chose qui devrait nous intéresser, c'est quel type d'immobilisation incorporelle détient l'entreprise. Et évidemment, la chose qui est encore plus importante, c'est existe-t-il des immobilisations incorporelles qui ne sont pas présentées au bilan? Et je reviens encore une fois à cette notion de marque de commerce ou de liste de clients. Imaginez-vous regarder les états financiers de Coca-Cola. L'actif incorporel manquant représente probablement plus que l'ensemble des actifs présentés au bilan. Donc, extrêmement important comme utilisateur d'état financier de se poser une question à savoir, la marque de commerce si connue, est-elle présentée au bilan? Et si la réponse est non, c'est à l'utilisateur d'utiliser évidemment son jugement pour se demander si ces états financiers représentent la vraie valeur de Coca-Cola ou non. Enfin, cette capsule nous a permis de décrire les composantes des immobilisations incorporelles. Deuxièmement, nous nous sommes aperçus qu'en termes de mesure, les immobilisations incorporelles sont présentées à leur coût d'acquisition, parfois amortis, parfois non amortis, dépendant s'il existe une durée de vie déterminée ou indéterminée. Nous nous reverrons à la capsule suivante où nous traiterons des placements.